Bonjour à tous. Allez, encore une nouvelle semaine qui s'ouvre. Un petit tour dans le drive. Donc, je vous rappelle que vous avez les épisodes de Victor Hugo qui sont là. Alors, je vous ai envoyé un mail, j'espère que vous avez pu le voir. Donc, dimanche, hein, c'est-à-dire hier soir, alors où vous entendez cette vidéo, est passé Cyrano de Bergerac de la Comédie Française. Donc, j'espère que vous avez pu l'enregistrer parce que je doute de pouvoir le mettre comme ça sous ce format, à moins de le compresser énormément. Ça va être un petit peu difficile. D'autre part, je me suis aperçue que je ne vous avais pas fait glisser le chapitre 4 à une passante dans le drive, donc ça y est, il y est. Voilà pour l'organisation. Alors, donc je vous fais un petit tour sur le programme de la semaine, comme toujours. Vous avez donc compris, je suppose, hein, en regardant la fameuse carte rouge, verte et jaune, que nous ne rouvririons probablement pas le 18 mai. Ça me paraît douteux, sauf si on basculait en zone verte, mais bon voilà. D'autant que si on bascule en zone verte, il nous faudra quand même un temps d'adaptation pour préparer le collège. Alors, on s'y prépare déjà, évidemment. On a des réunions pour ça, mais comme rien n'est sûr et rien n'est défini, tout ça c'est très brouillon. Voilà, donc on va vraiment faire comme si en tout cas le mois de mai on fonctionnait comme ça à distance et j'espère bien pouvoir faire du théâtre avec vous au mois de juin. Alors donc, présentation de la semaine. Aujourd'hui, on corrige les exercices que je vous avais donnés, donc page 110-111 et je lis, d'autres poèmes 19e et 20e siècle. Pour demain, je vous demande de faire des exercices pages 112 et 113. Je vais vous montrer tout ça de toute façon. Donc, demain mardi, on corrigera ces exercices 112-113. Je lirai d'autres poèmes et je vous ai mis, pensez à vous enregistrer, donc, en train de lire un poème. Vous avez jusqu'au 12. Voilà, vidéo de jeudi, on étudiera le poème Mon rêve familier de Verlaine. Donc j'ai remis, pensez à s'enregistrer en train de lire son poème préféré. Donc je répète parce que j'ai quelques questions qui arrivent par mail sur ce point. Donc dans votre drive, je vous ai mis un répertoire dans lequel on a pour l'instant un poème lu qui est celui de Paul. Donc c'est comme ça que je vais les présenter. Quand vous m'envoyez les fichiers, je vais les renommer avec le nom du poème si jamais vous ne l'avez pas mis vous-même. Et sinon voilà, donc vous pouvez faire glisser directement là-dedans. Et voilà, ce qui est agréable, c'est que eh bien, là par exemple Mathieu il s'est vraiment donné la peine de mettre le ton. Donc non seulement j'ai pu lui mettre plein de petites compétences vertes, mais en plus c'est vraiment agréable de s'écouter et ça fait plaisir je trouve d'entendre la voix les uns des autres. Voilà, donc n'hésitez pas, soit vous me les envoyez par mail et je fais glisser, soit vous les faites glisser directement. C'est sûr que si vous enregistrez depuis un téléphone, voilà, peut-être que la manipulation n'est pas évidente pour vous de passer d'un fichier du téléphone à votre drive. Donc si vous voulez, vous me l'envoyez par mail et je le ferai pour vous. Voilà, donc ensuite, eh bien, on va se mettre à la correction des exercices. Hop. Donc c'était page 110-111. On était sur les familles de mots. Voilà. Alors, vous deviez donc former des mots féminins à partir des adjectifs qui vous étaient donnés ici. Donc, je pense pas que ça vous ait posé beaucoup de problèmes. Donc, allègre, allégresse. Contrarié donne contrariété ici. Coupable, attention, culpabilité. Donc, ce qui est bien avec ces exercices, enfin, c'est pour ça que je les trouve assez détendants, c'est que on apprend beaucoup de choses sur les origines des mots, sur les origines latines, sur des mots qui ont des doubles radicaux comme coupable par exemple, eh bien vous voyez le mot latin culpa hein, qui se détache ici et qu'on retrouve dans des mots de la même famille. Fier, fierté, ça c'est toujours simple. Gai, gaieté. Donc vous savez qu'on part normalement de l'adjectif au féminin, ce qui explique le petit E ici, mais on n'en a pas là, ce serait trop simple. Indigné, indignation. Irrité, irritation, vous l'avez ici. Tendre, tendresse. Triste, tristesse, ici. Exaspéré, exaspération. Jubilatoire, jubilation. Alors, jubila, jubila en latin, c'est ce qui a donné le mot joie. Il a perdu son B et toutes les lettres se sont un petit peu agrégées, agglomérées en joie, mais voilà, jubila en latin, c'est la joie, d'où le sens jubilatoire, c'est qui provoque beaucoup de joie, et la jubilation, c'est un doublon étymologique du mot joie, c'est-à-dire ça veut dire la même chose, hein, être très joyeux. Il a même un sens, il a pris un sens un peu plus fort.
et surtout on voit bien son origine latine en toutes lettres ici. Donc voilà pour le 1. Dans le 2. Donc, souligner le suffixe commun, donc on a EUX à chaque fois bien sûr, et former des adverbes. Donc des adverbes et des noms, on va bien voir que pour passer de l'adjectif à l'adverbe, on va utiliser l'adjectif au féminin justement. Ça va être très net, voilà. Heureusement, amoureusement, joyeusement. Je ne reviendrai pas sur la formation des adverbes, je trouve que c'est pas forcément très intéressant. Donc on prend l'adjectif, on le met au féminin, on rajoute ment et le tour est joué. On a une série d'exceptions, comme vous savez, qui concernent les adverbes tirés d'adjectifs qui se terminent déjà par le son en, comme prudent ou souvent ou savant, pardon, pas souvent, savant, prudent, savant, qui vont avoir des petits cas particuliers, c'est juste ce point-là qu'on verra. Pour ce qui est des noms tirés de ces adjectifs, donc pour amour et joie, j'y reviens pas, on voit le radical un petit peu modifié, oui, avec son Y ici, mais à peine. Par contre ici, bonheur, ça c'est intéressant. On voit bien, hein, si là vous avez un petit peu l'œil, qu'il est composé d'un adjectif bon et d'un radical heure. Eh bien, en fait, justement, heureux, si on enlève le suffixe, on tombe sur ce radical heure. H-E-U-R, sans le E, hein, bien sûr. Eh bien, c'est parce que en latin, donc le heure, H-E-U-R, et en ancien français aussi, c'est ce qu'on appelle la joie, le bonheur, hein. Donc le mot bonheur, c'est soudé, mais auparavant, ce mot heure avait déjà comme signification la joie ou la bonne chance. Et donc on y a adjoint le mot bon, enfin l'adjectif bon qui a fini par se souder avec lui. Dans le 3. Donc là, on veut les adjectifs cette fois-ci. On vous demande de séparer le radical et le suffixe pour voir si vous avez bien compris ce que c'était qu'un suffixe. Donc horrible. Alors, ça c'est intéressant. N haïssable, vous voyez qu'au niveau du radical, il s'est passé quand même pas mal de choses, hein. On a gardé le HAI, mais le 2S, il sort de nulle part. Peine pénible, en revanche, celui-là, il est assez facile à comprendre. Effroi, effroyable. On voit qu'on a souvent des échanges, hein, de I, de Y. Mépris, méprisable, là on a juste ajouté le able, et épouvante, épouvantable. Alors, ce suffixe able ou ible, il signifie la capacité de. C'est comme le latin able et qui a donné aussi l'anglais able. C'est donc ça indique la capacité. Est-ce que ça vous était rappelé dans la leçon du coup? Je ne sais plus. Eh bien non. Bon bah voilà, donc je vous le dis, able et ible, c'est ce qu'il est possible, ce qu'on est capable de faire. Hop, le 4, oui. Donc, pareil, séparer le radical et le suffixe. Donc, craintivement, en adjectif, ça donne craintif. En nom, crainte. En verbe, craindre. Donc, on a une famille de mots qui se dessine. La famille de mots, je vous rappelle, c'est deux critères. Un radical commun, là, on vous fait travailler justement sur les radicaux, et un sens commun, parce qu'il y a des mots qui semblent être de même radicaux, mais qui n'en sont pas. Donc on vérifie bien, c'est ce deuxième point important, que tous les mots qu'on trouve dans une famille de mots tournent autour de la même idée. Donc la crainte ici, là, c'est très net, pas de problème. Donc terrible, deux verbes, terroriser ou terrifier. Terrifiant pour l'adjectif et terreur pour le nom. L'adjectif qui est en réalité le participe présent qu'on a pris tel quel, hein, terrifiant, terrifiante. Ensuite, donc pour le 5, donner pour chacun des mots soulignés un verbe de la même famille. Donc, alors la peur, je suppose que vous avez donné apeuré, effroyable, effrayé, angoisse, angoissé, terreur, terrifié ou donc terrorisé, épouvantable, épouvanté et horreur, horrifié. Alors, on va voir ce qu'on nous propose. Voilà, donc on a à peu près tout ce qu'on a dit. Et ces mots-là ne sont pas des mots de la même famille parce qu'ils n'ont pas le même radical, sauf terrorisé et terrifié. En revanche, on dirait que ce sont des mots d'un même champ lexical, hein. Tout tourne autour de la même idée. La peur, en l'occurrence. Ah, pardon, j'ai pas répondu au suffixe, à l'histoire du suffixe. Entourer le suffixe commun à deux adjectifs. Donc on voit able et able ici, donc c'est toujours effroyable, c'est ce qui est capable de donner de l'effroi, épouvantable, ce qui est capable de donner de l'épouvante. 6.
Former des verbes à partir des adjectifs suivants et des suffixes proposés. Donc, on a le suffixe en et, on peut faire valider avec valide et griser avec gris. Et en revanche, tous les autres, eh bien, ce sera un petit peu plus que le ER. On peut ajouter le suffixe isé, donc concrétiser, réaliser, idéaliser, fiabiliser, viabiliser et utiliser. Voilà. Donc via, c'est la voie en latin. Rendre viable, c'est la route sur laquelle on peut marcher. Donc ça, c'est l'idée qu'on puisse se servir d'une chose, que ce soit bien fiable justement. Donc à ne pas confondre quand même viabiliser et fiabiliser. Hop, donc voilà pour le 6. Pour le 7. Retrouvez le plus possible de mots de la même famille du mot latin servus, l'esclave. Alors, je ne sais pas si vous avez tout trouvé, donc l'homme au service d'une personne, ça va être le servant ou la servante. Celui qui aide volontiers, c'est celui qui est serviable. L'employé, c'est le serveur, à ne pas confondre servant et serveur. L'employé de maison, servanteux. L'acte qui aide, c'est un service. Réduire en état de dépendance, c'est asservir. La contrainte ou l'obligation, ah bah tiens, celui-là, il me vient pas à l'esprit. Pièce en tissu, c'est une serviette. Excessivement soumis, c'est être servile. Et le paysan soumis à son seigneur, c'est le serf avec un F. Contrainte obligation, je sais pas, service encore? Ah oui, non, servitude, bah oui, évidemment. Voilà, donc vous avez tout un tas de mots, décidément, hein, après l'idée de servir, on voit que c'est très, très développé et beaucoup de mots de cette famille. Et ensuite, donc, on vous demandait d'utiliser tous les mots que vous veniez de trouver, dans le petit texte que je vous lis. En fin de service, le serveur de ce restaurant range les tables et les chaises. Le dictateur cherche à asservir les personnes sous ses ordres au lieu de servir son peuple. Ce serviteur se montre serviable. Ah oui, j'avais dit servant, oui, serviteur. À l'égard de son maître. Il est prêt à l'aider de son mieux. Cette servante obéit au moindre désir de sa maîtresse, même les plus fous. Elle se montre servile. Donc si vous avez bien compris, hein, le mot servile n'est pas positif. C'est quelqu'un qui est trop soumis, hein, quand on dit excessivement, hein, c'est-à-dire trop. Donc si vous avez envie après de bâtir des poèmes pour faciliter les assonances, les allitérations, employer des mots de la même famille, ça peut être un bon moyen de créer des effets sonores poétiques. Alors, complétez le tableau en employant donc des suffixes. Donc on vous demande auteur ou acteur, adjectif et parfois adverbe. Donc l'auteur ou l'acteur, là on attend romancier, comédien, tragédien, romanesque, comique, tragique. Et puis bon, bah, pour l'adverbe, ça va pas être très compliqué. Voilà, donc comique, comiquement, tragique, tragiquement, ça tombe sous le sens. Voilà pour le 8. Le 9. Donc, à partir de chaque étymologie, proposez une série de mots selon les radicaux. Indiquez entre parenthèses la classe grammaticale du mot donc, que vous avez trouvé. Donc, populus, racine popule ou peuple. Bourg, racine bourg avec autre chose. Et nobilis, on va avoir des racines nobles ou nobiles. Donc, que vous propose de corriger? Beaucoup de mots. Donc, si vous avez popule, donc popularité, population, qui sont des noms. Populeux, populaire, populiste, impopulaire, qui sont des adjectifs. Alors, populaire, impopulaire, je sais que vous maîtrisez. Populiste, c'est qui veut se faire aimer du peuple. Et populeux, c'est assez péjoratif, c'est qui est plein de peuple. Populariser, ça veut dire rendre accessible au peuple. Donc à partir ensuite de la racine peuple, on a peuple, peuplement, peuplade pour les noms. Une peuplade, hein, ça c'est du langage plus soutenu, c'est un petit groupe de personnes. Et puis peupler, dépeuplé, repeupler pour les verbes, que vous connaissez bien, je pense qu'il n'y a pas de souci. À partir de bourg, qui veut dire la ville en latin, donc populus, je ne l'ai pas dit, c'est le peuple, hein, bien sûr. Donc bourg qui veut dire la ville, on a donc bourgade, bourgeois, bourgeoisie, embourgeoisement, qui sont des noms que je pense que vous connaissez. Bourgeois comme adjectif, donc un bourgeois c'est un nom,
mais si je parle d'une maison bourgeois, bourgeoise, c'est un adjectif. Bourgeoisement, l'adverbe, et s'embourgeoiser, le verbe. Donc, pas mal de ces termes ont pris des sens péjoratifs. S'embourgeoiser, c'est donc devenir un peu plan-plan, moins bouger, avoir des goûts de luxe, etc. Puisque à l'époque, habiter le bourg, ça signifiait qu'on était plus riche qu'habiter à la campagne. Et donc tout ceci va avec l'appréciation assez négative qu'on fait des populations plus riches que soi en général. Nobilis, donc avec noble, on a noble, noblesse, ennoblissement. En tant que nom, noble aussi en tant qu'adjectif, hein, c'est la même chose que pour bourgeois, je peux dire un noble, mais je peux dire une maison noble. Ignoble aussi, on n'y pense pas, mais cet adjectif c'est l'antonyme, c'est-à-dire le contraire de noble, noblement, ignoblement. Et puis pour la racine nobile, on a anoblir, on va prononcer ça anoblir même si ça s'écrit avec un E, et anoblir, même chose, là, écrit comme ça se prononce, on va dire. Nobiliaire, pour l'adjectif, alors là, celui-ci, on le rencontre pas très très souvent, et pourtant, il existe. Donc là, vous avez pu compléter avec le mot qui va bien. Donc une chanson populaire, reprise par tout le peuple en chœur, un village populeux, donc très très plein de population, et un discours populiste qui va dire ce que le peuple a envie d'entendre. Donc voilà, ça c'est assez complexe, mais ça fait du bien de plonger un peu dans la richesse du vocabulaire français. Et ben du coup, voilà, oui, on est arrivé au bout. Alors, je vous montre donc ce que j'attends de vous pour demain. Donc, ce sont les pages 112-113 sur synonymie, antonymie, polysémie. Alors, allons faire un petit tour là-dessus. Donc, synonyme et antonyme, normalement, vous maîtrisez ces deux termes. Donc, on vous les rappelle, hein, au cas où. Donc, synonyme, un mot de sens identique ou très voisin. Exemple, la misère, la pauvreté. Ou bien l'adjectif misérable, pauvre. Et puis, les antonymes, ce sont donc des mots de sens contraire. Pauvreté, richesse. Pauvre, riche. Donc, on peut avoir des antonymes qui sont des noms, comme on le voit ici. Des antonymes qui sont des adjectifs, comme on le voit ici. Ça pourrait être des adverbes, voilà. Et pour ce qui est donc de la polysémie, voilà. Donc certains mots techniques ou scientifiques n'ont qu'un seul sens. D'accord? Par exemple, une moto. Mais la plupart des mots ont plusieurs sens. C'est pour ça qu'on les appelle polysémiques. Alors, sémique, sémantique, tout ce mot-là, c'est l'origine du mot sens. Et poly, vous savez qu'en grec, ça veut dire plusieurs. Donc, plusieurs sens, c'est exactement la traduction de polysémique. Donc, euh, par exemple, un taudis, ça peut avoir le sens d'une maison misérable ou d'une maison mal tenue. Vous voyez que, par exemple, enfin, des sens différents dans cet exemple-là, je trouve pas que ce soit criant parce que c'est quand même un petit peu la même chose. Euh, donc, on vous propose d'employer ce mot taudis pour vous faire sentir vraiment la différence de sens. Donc, au sens propre, c'est le sens premier du mot. Sans argent, ils habitent un taudis. Donc, vraiment, ils sont dans une maison avec un toit en tôle ondulée et des murs en parpaing. Je peux employer ce mot taudis au sens figuré, par exemple, sens imagé. Sa chambre jamais rangée est un véritable taudis. Donc là, j'emploie le mot dans un autre sens. Je veux dire que la chambre est mal rangée. Mais ce sens-là, comme vous le voyez, s'appuie tout de même sur le sens premier du mot taudis. Donc, par ces exercices, vous allez mieux apprécier ce qu'on appelle donc la polysémie. Et évidemment, en poésie, dès qu'on peut avoir quelque chose de polysémique, ça veut dire un mot qui aura un sens propre, un sens figuré, ça va devenir intéressant. Parce qu'on va pouvoir comprendre de deux façons différentes ou avoir deux niveaux de lecture, un sens propre et un sens figuré. Ça va permettre de glisser des allusions, parfois rigolotes, parfois impertinentes. On retrouvera ça beaucoup chez Edmond Rostand dans Cyrano de Bergerac. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de parler de polysémie quand on traite de la poésie. Voilà, donc vous avez ces exercices à demain. Pour demain, pardon. Je vous rappelle donc, n'oubliez pas de vous enregistrer. Vous avez jusqu'au 12 mai. Alors, je reprends les lectures de poèmes. Donc, nous sommes dans le recueil que je vous ai fabriqué au XXe siècle. Je vous lis Paul Valéry, tiré de Charme, charme qui a un double sens, puisque le charme, c'est aussi le sortilège étymologiquement. Les pas. Tes pas, enfant de mon silence, saintement, lentement placés,
vers le lit de ma vigilance, procèdent muets et glacés. Personnes pures à ombre divine, qu'ils sont doux et pas retenus. Dieu, tous les dons que je devine viennent à moi sur ces pieds nus. Si, de tes lèvres avancées, tu prépares pour l'apaiser à l'habitant de mes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. Ensuite, un célébrissime poème de Guillaume Apollinaire, Le Pont Mirabeau, qui est une chanson, parce que vous allez reconnaître donc des couplets qui reviennent. Vous remarquez qu'il n'y a pas de ponctuation, ce qui est évidemment un fait exprès, mais qui n'aide pas à lire ce poème, en tout cas la première fois qu'on le lit. Le Pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde si lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni le temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Il y a un point final ici. Donc chanson très mélancolique qui parle de l'amour qui passe et du temps qui passe aussi. Et paradoxalement, cet homme qui dit je, qui lui reste. On a l'impression que l'amour et le temps passent sur lui et voilà, lui ne bouge pas, d'où une certaine mélancolie. Je passe sur le Pour faire le portrait d'un oiseau de Jacques Prévert, qui est fort connu, que vous avez peut-être eu l'occasion d'apprendre en classe primaire, pour vous présenter la complainte du progrès. Alors ma mise en page est un peu bizarre avec ces colonnes, donc en fait, voilà, ce sont ces colonnes-là, et ensuite il faut lire ce qui est en dessous. La complainte du progrès de Boris Vian, donc on est toujours dans le XXe siècle. Complainte, c'est un mot qui fait allusion à un type de poème dans lequel on se plaignait au Moyen-Âge. Et progrès, bien sûr, c'est le progrès à l'époque de Boris Vian, hein, donc 20e. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Aujourd'hui, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopilo, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Aujourd'hui, que voulez-vous, la vie est si chère. On dit, rentre chez ta mère, et l'on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on la fiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe-savate, au canon à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.
Donc vous avez peut-être remarqué dans les listes, humoristiques de choses concrètes du quotidien. Au début, on a des choses qui vont être des éléments assez positifs. Donc, l'atomixeur, c'est le mixeur, le matelas, la cuisinière, etc. Et quand ça se gâte, ça devient déjà moins bien. L'évier en fer, le poêle à mazout, le cire godasse. Donc, c'est vraiment du trivial. Le chasse-filou, c'est pour faire la poussière, hein. Et puis, quand ils sont vraiment en colère, quand il lui dit on la fiche dehors, là, ça, ça barde encore plus. Le canon à patates et ventre tomate, écorche poulet. Vous remarquez qu'on a des sémantiques, justement, on en parlait tout à l'heure, assez violentes là-dedans. Donc voilà pour Boris Vian. Alors dans le XXe siècle, on évacue vraiment les règles, hein, et donc on peut avoir, alors j'aime beaucoup ce poème de Supervielle, des poèmes qui sont pleins d'images, un petit peu inspirés de Baudelaire pour celui-ci, plein d'images et qui ne racontent aucune histoire, mais on va les mettre dans la poésie lyrique parce qu'ils ont une tonalité très personnelle et ils peuvent donc être reconnus et appréciés par tous. C'est-à-dire qu'on peut tous se reconnaître dans ce poème. Quand le cerveau gît dans sa grotte où chauve-souris les pensées et que les désirs pris en faute fourmillent noirs de déplaisir, quand les chats vous hantent jusqu'à devenir chats huants, que nos plus petits éléphants grandissent pour notre épouvante au bestiaire malfaisant et qui s'accroît chemin faisant, bestiaire fait de bonnes bêtes qui nous paraissent familières et qui tout d'un coup vous sécrètent un univers si violent que, le temps de le reconnaître, nous n'en sommes déjà plus maîtres. Donc là, il y a un grand travail sur les jeux de mots ici, même jeux de mots visuels, hein, hanté et huant par exemple ici, qui sont quasiment des anagrammes. Paul Éluard, qui a fait écrit énormément de poésie d'amour pour toutes les femmes qu'il a aimées. Gala, par exemple, qui est donc une femme qui le quittera pour devenir la femme de Salvador Dali. Et puis plus tard, d'autres, donc son autre femme, ah bah ça y est, son prénom m'échappe, ça me reviendra. Donc il a fait beaucoup de poésie. Et là, comme vous voyez, c'est un assemblage de triplettes d'adjectifs qu'on lit sans aucune virgule, ni rien du tout. Alors là, la lecture, le ton que vous pourrez adopter est assez libre, hein. Chacun fait comme il veut là-dessus. Nu, effacé, ensommeillé, choisi, sublime, solitaire, profonde, oblique, matinale, fraîche, nacrée et bourriffée, ravivée, première, régnante, coquette, vive, passionnée, orangée, rose, bleuissante, jolie, mignonne, délurée, naturelle, couchée, debout, étreinte, ouverte, rassemblée, rayonnante, désaccordée, gueuse, rieuse, ensorceleuse, étincelante, ressemblante, sourde, secrète, souterraine, aveugle, rude, désastreuse, boisée, herbeuse, ensanglantée, sauvage, obscure, balbutiante, ensoleillée, illuminée, et ça continue comme ça un bon moment. Donc vous voyez que les adjectifs, donc c'est 3, parfois 2 seulement quand ce sont des adjectifs très longs comme ici, ce sont des adjectifs soit qui se répondent en sonorité, étincelante, ressemblante, soit parfois donc en sonorité mais côté allitération sourde, secrète, souterraine, et puis parfois c'est par association d'idées boisées, herbeuses, sauvages peut-être, hein, qui vont ensemble, pourquoi pas. Voilà, donc on voit bien aussi le titre Poésie ininterrompue. Donc effectivement, c'est ininterrompu. Qu'il a écrit pour sa deuxième femme, donc qui s'appelle Nouche. Je ne sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit Nuschsh. Alors j'ai envie de vous lire aussi un poème, voilà, un poème en prose de René Char qui commence comme, on va dire, jusque-là, vous allez voir, on pourrait se tromper avec un récit et ensuite on voit bien que c'est de la poésie parce que ça n'a plus aucun sens commun. Aux portes d'Aéria, l'heureux temps, chaque cité était une grande famille que la peur unissait, les chants des mains à l'œuvre et la vivante nuit du ciel l'illuminait. Le pollen de l'esprit gardait sa part d'exil. Mais le présent perpétuel, le passé instantané, sous la fatigue maîtresse, ôtèrent les lys. Marche forcée au terme épars, enfants battus, chaumes dorés, hommes sagneux, tous à la roue. Visés par l'abeille de fer,
La rose en larmes s'est ouverte. Alors, il y a un mot-clé pour comprendre un petit peu ce texte, je dis bien comprendre, hein, c'est le mot exil. En fait, on vous parle d'un exil, heu et c'est ça, et c'est ça dont il est question, avec, marche forcée, enfant battu, voilà, et la rose en larmes s'est ouverte, même si seules les images nous viennent en tête, c'est ça le but de la poésie, ce doit être des images théoriquement plutôt douloureuses. Pierre Reverdy, on est dans la poésie, surréaliste avec donc vous voyez une disposition sur la page, qui est voulue par lui. Une position des mots, enfin des vers un petit peu au hasard et sans virgule, sans point non plus. Rive. La pièce est courte et l'acte est long. As-tu regardé par derrière? Le miroir s'enfonçait. On y voyait une ombre. De tous ceux qui sont morts, on ne sait plus le nombre. Il y avait un enfant pleurant près d'un ruisseau et le vent riant dans les branches. Les feuilles s'envolaient. Une larme tomba. Quel cri en passant sur la rive faisait frissonner l'eau? Un oiseau? En dessous, un trou. L'œil fonce sans limite. Que trouvera-t-on au bout? Un paysage fermé, une femme endormie, la toile d'araignée, un hamac transparent balance un point de plus dans le ciel étoilé. J'aime beaucoup ce poème. Rive, hein, probablement qu'on est à la rive entre la réalité et le rêve, le miroir qui s'enfonce. Alors après, c'est une interprétation très personnelle parce que plus le poème est, on dit abscon, c'est-à-dire difficile à comprendre, plus on peut l'interpréter comme on veut finalement. Moi, j'y vois bien peut-être le miroir derrière lequel passe Alice dans Alice au pays des merveilles, une espèce de miroir qui nous permet d'aller dans un deuxième monde. Et Alice regarde aussi à travers le petit trou de la porte ce qu'elle voit dans le pays des merveilles. Et là, on a le petit trou justement. Et de l'autre côté, il y a plein de choses, on voit plein de choses. Une femme endormie, une toile d'araignée qui fait un hamac, des étoiles, voilà. Très suggestif ce poème. Voilà, c'est fini pour les lectures de ce recueil et je débuterai d'autres lectures, du recueil Dire l'amour, un petit peu plus tard dans la semaine. Bonne journée à tous.